Bonjour à tous, c'est Ultimate Byte. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. Cette vidéo est un peu improvisée et pas scriptée, donc ça va être assez naturel. Je voulais vous parler de Arch Linux, qui est la distribution que j'utilise depuis 7 jours non-stop, sans un seul reboot sur Windows. Petit retour d'expérience. Et surtout, je voulais vous dire pourquoi, en fait, c'est important d'essayer des distributions de Linux et d'essayer de ne plus utiliser Windows. Donc sans plus attendre, c'est parti. By the way, I use Arch. Ultimate Byte. Alors tout d'abord, pourquoi cette démarche? Cette démarche, elle me semble importante pour le côté open source de la chose. C'est-à-dire que les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Apple, ont énormément de pouvoir et de données sur nous, à tel point qu'en fait ils nous connaissent mieux que nous-mêmes et du coup ils peuvent nous manipuler exactement comme ils veulent pour nous faire acheter ce qu'ils veulent. Donc l'idée c'est d'essayer de s'affranchir un petit peu de ces services-là et d'arrêter de leur fournir un maximum de données. Et donc pour ça, il faut utiliser des solutions open source où on sait exactement comment elles sont faites, où le code est visible par quiconque et où on peut avoir confiance réellement en le code. C'est-à-dire que Microsoft peut vous dire « oui, on ne fait pas de l'utilisation des données personnelles », ce qui est faux d'ailleurs. Vous consentez en utilisant Windows à donner plein d'infos personnelles à Microsoft, même si vous décochez toutes les cases, ce qui est casse-pied à faire d'ailleurs. Ils peuvent vous dire autant qu'ils veulent que vous pouvez avoir confiance. En fait, vous ne pourrez jamais avoir une vraie confiance absolue puisque le code qui tourne derrière est invisible, il est caché, il est closed source. L'intérêt de l'open source, c'est que quiconque peut vérifier le code et s'assurer que le code est 100% legit, qu'il n'y ait pas de soucis de vie privée à l'intérieur. L'intérêt de Linux, il est là. Et surtout, c'est le système d'exploitation, c'est l'endroit depuis lequel toutes les autres données vont se lancer. Donc si vous n'avez pas confiance en le système d'exploitation, comment pouvez-vous avoir confiance en quoi que ce soit qui se passe sur votre ordinateur? Pour ma part, ça fait déjà longtemps que j'ai perdu toute confiance en Microsoft et en leurs produits, et en Google et en qui que ce soit. J'ai absolument aucune foi en ces compagnies privées dont le but est de faire de l'argent avec nos données. Voilà. Ensuite, pourquoi Arch Linux et pas une autre distribution? En fait, Ubuntu, bon, je connais, je trouve pas ça génial comme distribution. Il y a un peu de bloatware dedans. Je me dis, quitte à utiliser Linux, autant utiliser une distro sans bloatware. Debian, très bonne distribution, mais au final j'ai pas eu une super expérience pour le gaming et autres tâches multimédia sous Debian, donc je me disais que j'allais peut-être tester autre chose. Fedora, très bonne distribution, je l'utilise au boulot. Donc Fedora pour mon travail d'administrateur système, c'est juste parfait, il y a tout ce qu'il faut, ça marche bien, c'est stable, ça supporte bien les mises à jour. Même le pilote Nvidia s'installe assez facilement maintenant. Jamais encore essayé pour le gaming ou le multimédia, donc je sais pas trop ce que ça donne. Et puis surtout, il y a toutes les branches ensuite derrière les branches Arch Linux. Donc moi j'ai tendance à préférer les distributions initiales, c'est-à-dire Ubuntu est basé sur Debian, donc quitte à choisir, je préférais choisir Debian. Manjaro par exemple est très bien, mais c'est basé sur Arch, donc tant qu'à faire, autant utiliser Arch directement. Donc c'est ce que j'ai fait. L'intérêt c'était de découvrir une nouvelle distribution, et puis on vante beaucoup les mérites de Arch, et on le recommande pas mal pour les utilisateurs expérimentés, ce qui est mon cas, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Bon, faut savoir que Arch, même quelqu'un comme moi qui a l'habitude de Linux, j'en ai bavé pour comprendre comment fonctionne le système et arriver à avoir une distribution correcte. Il m'a fallu à peu près une bonne soirée, on va dire 6 heures à peu près pour l'installer, le customiser, avoir une interface graphique, avoir à peu près tout qui fonctionne. Donc c'est un investissement en temps non négligeable. Par contre, c'est important de le garder en tête comme un investissement, c'est-à-dire que au lieu... Ok, c'est important de le garder en tête comme un investissement, c'est-à-dire qu'au lieu de payer votre système avec de l'argent et avec vos données personnelles, des fois les deux ensemble, là vous allez payer votre système avec votre temps pour le faire marcher correctement. Je recommanderais cela dit pas Arch Linux aux débutants. Après, l'avantage de Arch, c'est qu'il a un côté ludique, c'est-à-dire que le système est livré au début juste avec un terminal, il faut vraiment tout faire à la main, la configuration de la langue, du layout du clavier, le partitionnement des disques, tout ça, ça doit être fait à la main via un terminal. Et du coup, l'avantage, c'est que comme vous avez fait tout ça manuellement, ça vous apprend comment marche le système, et vous savez exactement ce qu'il y a dessus, et pourquoi c'est comme ça, puisque vous l'avez défini vous-même. En suivant le guide de Arch, on arrive à s'en sortir. Avec quelques difficultés pour comprendre certaines parties, en tout cas pour ma part, notamment sur les pilotes
graphique AMD, parce que j'ai une carte graphique AMD. C'est pas très clair, je trouve, de comprendre que en fait le pilote open source va rester installé, mais en plus vous allez installer le pilote propriétaire, et du coup dans ce cas-là, les programmes OpenGL, OpenCL sont différents de si vous êtes en open source, etc. Donc tout ça, c'est pas très facilité, pas très user-friendly, mais on s'en sort. Pour le reste, tous les périphériques ont marché correctement, les écrans sont reconnus en 144 Hz directement, les touches multimédia du clavier fonctionnent sans rien avoir à faire, les boutons supplémentaires de la souris également, pas de problème. La carte son est bien reconnue, quoique elle est reconnue en tant que 4 sorties, et du coup ça fait du quadriphonique, donc avant gauche-droite et arrière gauche-droite. En pratique ça pose pas de soucis particuliers, j'ai bien un son stéréo normal. Pour ce qui n'est pas reconnu comme il faut, ça va être le RGB. Pour le coup, le RGB du Corsair Commander Pro qui va contrôler les LED boîtiers n'est pas reconnu. La RAM n'est pas du tout reconnue en tant que RGB, et le RGB de la carte mère, ça j'ai pu le faire fonctionner avec un logiciel appelé OpenRGB. Pour ce qui est du RGB du clavier, j'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait des lumières minimales dessus, au moins du rouge. Pour ce qui est de la personnalisation, pour l'instant, j'ai pas pu faire fonctionner. Je m'étends pas sur les détails. Pour ce qui est du gaming, donc le gaming via Steam sur les jeux nativement supportés, type tous les jeux de Valve en fait, Dota, Counter-Strike, ça marche nickel. En revanche, pour ce qui est des jeux non Steam, c'est qui tout double. Ceux qui ont un anti-cheat, notamment, vous ne pourrez pas jouer en ligne pour l'instant. J'ai eu la mauvaise surprise de le découvrir sur Cuisine Royale. Pour ce qui est des jeux solo d'autres plateformes, du type Cyberpunk, vous pourrez l'installer assez facilement via un outil qui s'appelle Lutris. Par contre, pour le faire fonctionner sans aucun souci, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Notamment pour ma part, j'ai dû installer une version personnalisée de Wine via un outil que j'ai trouvé, donc Wine qui permet de faire tourner les applications Windows, pour résoudre des problèmes de son sur Cyberpunk. Cela dit, une fois que ça c'était fait, le jeu tourne parfaitement. À un inconvénient près, c'est que le ray tracing ne peut pas être activé. Par contre, le FSR, pas de problème pour l'upscaling de résolution et gagner des performances gratos. Bon, je parle déjà de gaming, mais en réalité, ça se voit du coup que cette vidéo n'est pas scriptée, mais tant pis. Toutes les applications de base du type Discord, la navigation web, le traitement de texte, même Element, un système de chat crypté, Signal, même le Philips Hue qui sert pour les lumières ici, a une application. Tout ça, ça s'installe très facilement, soit via le store ou soit via les menus d'extension de widget, par exemple pour Philips Hue. C'est comme ça que j'ai trouvé l'outil qui permet de contrôler les lumières via le PC. Donc tout ça, c'est très très facile. Autrement dit, en fait, vous pouvez installer une distribution de Linux pour vos parents, vos beaux-parents ou qui sais-je. Si quand même vous n'êtes pas loin pour faire le support en cas de souci, et vérifier de temps en temps peut-être les mises à jour qu'ils ne feront pas forcément vu que c'est pas automatique sous Linux, et puis pour débugger notamment en cas de souci sur une mise à jour, même si globalement c'est stable, mais ça peut arriver. Donc concrètement, pour quelqu'un qui a une utilisation simple, je peux recommander l'installation de Linux. Ça fera une meilleure sécurité, une meilleure vie privée, et ça habituera les gens à l'idée qu'il n'y a pas que Windows dans la vie, il y a aussi d'autres moyens. Si quelqu'un fait du traitement de texte, de l'impression, de la navigation web, de la consultation email, cette personne ne verra aucun inconvénient à utiliser Linux. Ou alors cette personne est vraiment de mauvaise foi ou absolument incapable à s'adapter au moindre micro-changement, ce qui peut arriver, hein, mais globalement la vaste majorité des gens qui ont une utilisation simple devraient pouvoir utiliser Linux en desktop sans problème. N'hésitez pas à l'installer pour vos proches, si vous êtes prêt à faire le support derrière pour les aider en cas de souci. Maintenant, on va passer aux problèmes que j'ai rencontrés. Donc là, ça va être plutôt sur des utilisations avancées, notamment sur le gaming. Un jeu sur l'Epic Store où j'ai pas pu rejoindre mes amis parce que l'overlay du jeu ne fonctionne pas, donc impossible de voir mes amis et de les rejoindre. Donc ça, c'était embêtant. Et puis bien sûr, ça peut pas se faire via le launcher, ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de lien en fait entre le jeu et le launcher. C'est comme si les deux tournaient de manière indépendante et du coup, ça marchait pas bien. Cyberpunk, donc voilà, il a fallu mettre les mains dans le cambouis. Logiciel d'édition vidéo, je vais devoir éditer cette vidéo sous Windows, donc ça va être mon premier reboot sous Windows en 7 jours. Pourquoi ? Parce que dans DaVinci Resolve que j'ai installé, je n'arrive pas à obtenir de son. Ça c'est le premier problème. J'arrive pas non plus à lire les vidéos natives du téléphone qui sont soit en H264 soit en H265, aucun des deux n'est lu, donc ça c'est casse-pied aussi. Les autres logiciels que j'ai essayés peuvent éventuellement arriver à lire les vidéos, mais avec des C4 pas possible, en fait ça utilise qu'un seul corps de processeur, donc ça n'arrive pas à lire le H264 correctement quand vous mettez du 4K, 30 ou 60 fps.
il faut le décoder, quoi. Donc si ça utilise qu'un cœur, forcément ça marche pas. Donc au final, le montage vidéo, pas possible sous Linux. Autre difficulté, la création musicale, ça va être très compliqué. L'installation, pour l'instant, des plugins audio et instruments virtuels que j'utilise, j'ai rien pu installer de ce que j'installe sous Windows, il n'y a rien qui a marché en fait. Même les installeurs plantent la plupart du temps. Donc ça va être très très compliqué de faire ça sous Linux, on verra. Le RGB est un peu compliqué aussi, les paramétrages clavier-souris, j'ai pu trouver des logiciels, en tout cas pour la souris, pour les DPI, un logiciel qui s'appelle Solar avec 2 A, pour gérer les produits Logitech. Donc lui, il indique le pourcentage de batterie, on peut choisir le polling rate, la sensibilité en DPI. Donc ça marche plutôt bien, ça, facile à installer en plus. Au niveau de l'overclocking de carte graphique, j'ai trouvé un logiciel, c'est CoreCTRL qui est à ma droite. Avec ce logiciel, on peut choisir le power limit, la vitesse des ventilos et le core clock minimum et maximal. Voilà, comme dans l'application native d'AMD, il manque juste la fréquence de la RAM, ce qui est quand même relativement important aussi pour l'overclocking. Donc pour l'instant, j'ai pas de solution pour ça. C'est des performances gratuites, donc ça serait dommage de ne pas pouvoir le faire. Au niveau de la gestion des températures, etc., j'ai des softs qui les donnent, mais encore une fois, il manque certaines températures, donc c'est bien, mais pas parfait. Globalement, je crois que c'est ça qui ressort, c'est que ça va être parfait pour les utilisateurs classiques, j'allais dire lambda, en tout cas qui ont une utilisation simple de l'ordinateur, mais dès qu'on veut sortir un petit peu des clous, c'est là que ça se complique, et il faut s'attendre à devoir mettre les mains dans le cambouis, à chercher des heures et des heures pour résoudre certains problèmes, et parfois à n'avoir pas de solution pour un souci. Malheureusement, pour les utilisateurs les plus avancés, il faut conserver aujourd'hui un Windows à côté, quoi. Ça me fait mal d'avoir à redémarrer sous Windows là pour monter cette vidéo, mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, si vous connaissez des bonnes solutions aux problèmes que j'ai évoqués, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pourrais éventuellement vous faire découvrir l'interface KDE si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le publier en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager aussi votre expérience. Est-ce que vous avez déjà installé Linux sur une machine virtuelle, sur votre ordinateur principal? Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous utilisez peut-être même Linux en ce moment même? Autre qu'un smartphone Android, hein, vraiment Linux. GNU Linux en desktop. Faites-moi part de votre expérience. Faites-moi part également de ce que vous aimeriez savoir. Si vous souhaitez que je rentre plus en détail sur certains sujets, ça peut se faire soit en commentaire, soit ça peut valoir une vidéo dédiée. Voilà, j'essaye de modifier un peu mon workflow de création de vidéos pour pouvoir éventuellement en faire tout court, déjà ça serait pas mal, mais du coup en faire plus et régulièrement, si ça vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à manifester votre intérêt par un petit like, et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis à partager cette vidéo aux personnes qui hésiteraient à passer à Linux. Le fait d'avoir un vrai retour d'expérience peut les motiver à se mettre dans le bain, ou en tout cas à se mettre dans le bain en connaissance de cause. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, et puis à bientôt.